Il y a 200 000 ans, alors naquirent pour la première fois des premiers refuges pour des voyageurs, encore appelés des marchands. Ces voyageurs passaient des nuits dans des campements ou encore dans des petits auberges et étaient nourris et logés. Ce n'était pas encore l'hôtel comme on peut le voir aujourd'hui. C'est au XVIIIe siècle, mais là, nous sommes au Japon, qu'on va voir naître pour la première fois des hôtels sous la forme industrielle ou encore comme un métier. Nous allons citer des hôtels Nishiyama Onsen et Rishi Ryokan, qui sont des premiers hôtels selon le livre de Guinness, The Book of Records. L'hôtel devient, ou l'hôtellerie devient donc l'industrie, devient un métier. Et des villes tout entières comme Pékin, Shanghai, Paris, qui tirent la quasi-totalité de leurs revenus des services hôteliers. Rien qu'à Shanghai, rien qu'à Pékin, j'allais dire, 230 hôtels de luxe qui font rentrer plus de 10 milliards l'an comme devise. Et des villes comme Paris qui font entrer 72 millions de touristes. C'est quand même un peu fort. Vous comprenez avec moi que l'hôtellerie est un métier et qui fait nourrir son homme. Dans cette autre édition de votre émission Tunnel de l'emploi, nous allons parler de l'hôtellerie, mais surtout du stage comme une opportunité dans l'insertion socio-professionnelle. Et pour en parler, nous avons invité un expert sur ce plateau, Mako Mbilaboujo. Bonjour. Avec la poussière qui fait la ville de Douala, vous n'avez pas eu de difficultés à venir Non, du tout. Nous sommes, comme tout habitant de Douala, nous sommes habitués à ce quotidien. Nous essayons tant bien que mal de surpasser ces différentes difficultés. Comment avez-vous vécu la défaite des éléphants hier? C'était un moment de joie, un peu. Parce que, vous savez, c'est une querelle entre, on l'appelle la belle famille, et le Cameroun depuis belle lurette. Mais c'est aussi un moment triste parce que organiser une compétition comme celle-là et puis devoir être dans des conditions pareilles, c'est assez éprouvant pour les supporters que nous sommes et aussi pour l'équipe. Même comme les dernières nouvelles disent que si le Cameroun gagne aujourd'hui, c'est cuit pour les Ivoiriens. Soit dit en passant. Et là, parlant toujours de l'hôtellerie, il a fait des fouilles, un travail de fourmi. Il est Gadoui Ismaël qui va nous plonger dans l'histoire de l'hôtellerie au Cameroun et peut-être en Afrique. Gadoui, bonjour. Bonjour Faustin. Oui, je vous accueille à chaud. Quelle est la genèse de l'hôtellerie au Cameroun? Voilà, aujourd'hui, nous allons tout d'abord saluer nos téléspectateurs. Bienvenue dans cette chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'hôtellerie au Cameroun, des différents métiers qui entourent ce secteur d'activité et des perspectives d'emploi dans ce secteur notamment. Top, c'est parti. La genèse de l'hôtellerie. Historiquement, l'hôtellerie au Cameroun est née avec l'arrivée des colons européens au XXe siècle. Les premiers hôtels étaient construits pour accueillir les voyageurs européens qui exploraient le pays. Ils venaient faire soit du commerce, soit autre chose. Ces hôtels étaient souvent luxueux et réservés à une élite européenne. Après l'indépendance du Cameroun en 1960, l'hôtellerie a commencé à se développer pour répondre aux normes internationales. Les populations locales et les touristes internationaux se sont adaptés au temps pour moi. De nouveaux hôtels ont été construits, les services offerts ont été améliorés. Le secteur de l'hôtellerie au Cameroun a connu une constante évolution. Cette croissance est due à plusieurs facteurs, notamment l'évolution de l'économie, le développement du tourisme au Cameroun, l'émergence de nouvelles classes moyennes. Quel est l'état actuel de ce secteur de l'hôtellerie dans notre pays? Alors, si nous devons parler de l'état actuel de l'hôtellerie au Cameroun, il faut dire que le secteur de l'hôtellerie au Cameroun est un secteur important de l'économie nationale. Aujourd'hui, il représente environ 10% du PIB et emploie plus de 200 000 personnes. Le secteur est en plein essor
avec une augmentation autant pour moi de 10% du nombre d'hôtels au cours de ces dernières années autant pour moi. Les opportunités, si on doit en parler, si on doit faire oui, bien sûr, parce que si, en vous écoutant, on comprend que c'est un secteur florissant. Et ça offre quand même des opportunités pour les jeunes Camerounais. Oui, le secteur de l'hôtellerie au Cameroun offre de belles opportunités d'emploi. En effet, il faut dire que le secteur est en plein essor et recrute de nombreuses personnes, de nombreux professionnels. Le métier de l'hôtellerie offre également de belles opportunités d'évolution de carrière. Il est possible de gravir des échelons au sein d'un établissement hôtelier ou de se reconvertir dans un autre secteur d'activité bien sûr. Aujourd'hui, au Cameroun, l'hôtellerie est un secteur d'activité diversifié qui offre une large gamme de métiers, parmi lesquels on peut citer bien évidemment le service de réceptionniste. Le réceptionniste à l'hôtel, c'est celui-là qui accueille et s'occupe de la réception des clients et gère les réservations. La serveuse, par exemple, c'est celle-là qui assure le service de salle, prend des commandes et sert les plats. Le cuisinier, il est en charge de façonner des bons plats, par exemple le héros, le coquille ou du bon sanga ou bien du bon un cocktail de tarot, comme on aime bien chez nous. Oui. La femme de chambre, vous savez, très souvent, beaucoup sont ceux-là qui n'aiment pas s'occuper de leur chambre. Donc, dans les hôtels, les femmes de chambre sont là pour s'occuper non seulement des chambres, mais aussi des salles de bain. Elles sont là pour ranger et faire du nettoyage partout. Les agents d'entretien, l'agent d'entretien, son rôle est d'assurer une propriété de l'espace commun de l'hôtel, c'est-à-dire les jardins, les fleurs, tailler les fleurs par exemple. L'agent de sécurité, comme dans toute chose, la sécurité est une chose très importante. L'agent de sécurité est là pour assurer la protection des biens et des personnes. Outre ces métiers, il faut également dire que l'opportunité que donne l'hôtellerie au Cameroun est passée à une autre étape parce qu'il faut le mentionner. Bien avant, on parlait des métiers de réceptionniste, mais avec l'arrivée du digital, on est obligé de faire un clin d'œil avec des métiers qui accompagnent le digital. Si on doit faire un clin d'œil par rapport à ces métiers, on doit citer également dans le secteur de l'hôtellerie aujourd'hui le responsable de la transformation digitale par exemple. C'est celui-là qui facilite les tâches via les systèmes de réservation en ligne. Oui. Le responsable du marketing digital, son rôle est de promouvoir les services de l'hôtel sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. On doit également mentionner le responsable de la communication. Il s'occupe de la communication interne et de la communication externe de l'entreprise. Il s'occupe également des relations presse, il s'occupe également des relations publiques et il s'occupe également des événements. Parce qu'on doit également le mentionner, des hôtels aujourd'hui font étalage de leurs services en promouvant des événements. Le responsable de l'innovation, il est le responsable de la recherche et du développement de nouvelles idées et de nouveaux produits pour l'établissement hôtelier dont il est en charge. Le responsable de l'expérience, il peut organiser des événements pour des clients, créer des programmes de fidélisation et recueillir les commentaires des clients. Les métiers de l'hôtellerie sont des métiers anciens, mais aussi d'avenir, qui offrent de belles opportunités de carrière. Si vous êtes passionné par les services et que vous avez envie de travailler dans un secteur en plein essor, les métiers de l'hôtellerie sont faits pour vous. Néanmoins, les métiers d'hôtellerie requièrent de nombreuses compétences et qualités. Quelles sont ces qualités pour en sortir? On est à la fin de cette chronique. Oui, les qualités, il faut avoir le sens de l'accueil. Oui. Il faut savoir accueillir les clients et leur faire sentir chez eux. Il faut être rigoureux dans le travail au point de se donner la pression de bien travailler, de bien ranger les choses. La ponctualité. On sait que beaucoup sont ces Camerounais qui ne respectent jamais l'heure, mais pour travailler dans un secteur, dans un métier du secteur de l'hôtellerie, il faut être ponctuel. La disponibilité. Il faut également mentionner que pour faire ce métier, ou bien pour faire un des métiers de l'hôtellerie, il faut être disponible. La patience.
la résistance au stress. Vous savez, ce n'est pas facile de gérer des êtres humains. Et du coup, lorsque vous êtes en stress, vous êtes capable de vous emporter et de mal répondre à certaines personnes. Donc voilà quelques compétences ou alors quelques qualités qu'il faudrait pour exercer dans les métiers de l'hôtellerie. Il faut également mentionner que les perspectives d'emploi dans les nouveaux métiers de l'hôtellerie au Cameroun sont prometteuses. Le secteur est en pleine croissance et recherche des professionnels, des personnes qui ont du talent pour pouvoir exercer dans ce métier. Si vous êtes donc intéressé par une carrière dans les métiers, dans les nouveaux métiers de l'hôtellerie, il est important de vous faire former aux compétences requises. Très bien, nous vous disons merci pour ces travaux de recherche et nous allons vous retrouver très bientôt, n'est-ce pas, dans une nouvelle édition avec toujours des informations croustillantes pour édifier nos téléspectateurs. Merci. Une fois de plus, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Tunnel de l'emploi. Et tout de suite, nous vous amenons avec nos équipes pour regarder un reportage sur, bien sûr, l'hôtellerie. C'est tout de suite. J'aimerais, au nom du top management, vous souhaiter la bienvenue au sein de l'hôtel Prince de Galles une fois de plus et vous adresser nos voeux les meilleurs pour l'année 2024 qui vient de commencer. L'hôtel Prince de Galles est une jeune entreprise. Nous offrons plusieurs services et j'aimerais nettement, à l'entame de nos propos, vous faire comprendre que l'hôtel Prince de Galles date de 13 ans. Elle a ouvert ses portes depuis l'année 2011. Au sein de l'hôtel Prince de Galles, nous avons plusieurs services que nous offrons à nos clients. Et lorsque nous avons des services, il découle également des métiers que nous aurons à découvrir ensemble. Le service de l'hébergement, le service de l'événementiel, parce que nous offrons des salles, des banquets, des conférences et des réunions à nos clients. Nous avons également une restauration, nous avons également le service de la piscine, nous avons une salle de sport et un service de blanchisserie pour satisfaire au quotidien nos clients. Au rang des métiers qu'on retrouve au sein de l'hôtel Prince de Galles, au niveau de la réception particulièrement, nous avons le métier du réceptionniste. Nous avons des night auditors, nous avons des chauffeurs, nous avons des bagagistes. Et au niveau de la salle, je vais commencer par le haut. Nous avons le maître d'hôtel chargé de la coordination de la restauration. Nous avons des chefs de rang. Nous avons des commis de salle. Un autre maître d'hôtel chargé des banquets, de la gestion des banquets. Nous avons des chefs de rang. Nous avons des commis de salle. Nous avons des caissiers qui gèrent justement des caisses quotidiennes. Au niveau de la cuisine, nous avons un chef cuisinier qui coiffe la cuisine et nous y retrouvons un chef de partie. Nous y retrouvons des cuisiniers. Nous avons des commis de cuisine, nous avons des cuisiniers. Nous avons des plongeurs au sein de la cuisine. C'est autant de métiers qui sont ignorés. Au niveau des hébergements, le métier de la gouvernante générale coiffe. Juste en dessous d'elle, on a des gouvernants d'étage, des valets de chambre, des femmes de chambre également, des équipiers et ainsi de suite. Côté administratif, vous pouvez carrément voir le métier des ressources humaines, le métier du QHSE. Vous allez retrouver également le service commercial justement qui se bat à nous amener des clients au sein de l'hôtel. Le recrutement est le premier point de contact avec les candidats au sein de l'hôtel Prince de Galles. Nous mettons justement un accent sur l'expérience candidat positive. Nos offres d'emploi sont complètes. Elles contiennent toutes les informations, surtout le salaire et l'indemnité de stage. Nous renvoyons quotidiennement des mails de convocation aux entretiens et nous donnons des réponses après les entretiens. Lors des entretiens d'embauche, naturellement, nous faisons vivre une belle expérience à nos potentiels candidats. Qu'ils soient retenus ou pas, nous faisons d'eux des ambassadeurs de l'hôtel Prince de Galles. Effectivement, c'est notre cible.
car nous recrutons beaucoup dans le secteur hôtelier. C'est une niche de talent. Vous savez, 60% des demandeurs d'emploi au Cameroun sont les Y et les Z selon le rapport LinkedIn 2021 sur les tendances du marché du travail en Afrique. Donc, cette cible nous intéresse énormément. Et effectivement, comme toute entreprise sérieuse, nous avons des valeurs et nos valeurs guident le quotidien de nos collaborateurs et même les stagiaires que nous recrutons de temps en temps. Nous pouvons citer comme valeur la responsabilité, la discipline, le professionnalisme et enfin la satisfaction du client. L'hôtel Prince de Galles évolue avec des profils passionnés et les talents sont valorisés chez nous. L'âge moyen est de 21 ans. Nous pouvons carrément noter que le top management se soucie du bien-être de ses talents. C'est ainsi que le top management a mis en place une culture de bienveillance par la stratégie du top-down qui impacte tout le processus de recrutement et la gestion des talents. C'est ainsi que, à l'hôtel Prince de Galles, les juniors d'aujourd'hui sont les seniors de demain et nous y veillons quotidiennement. De retour sur ce plateau, nous recevons Monsieur Georges Njor Mpo, le président du groupe Factal. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kamgei. Comment vous allez ce matin? Ah bah parfait. C'est un honneur d'être là sur le plateau avec vous. Ok, avant de vous poser la question, de demander vos impressions par rapport au reportage, j'aimerais bien que vous puissiez nous présenter en 2 mots Factal. Factal, j'ai envie de dire, c'est l'excellence et la rigueur. C'est exactement quoi, Factal? Factal, c'est un cabinet de conseil dans l'accompagnement et le conseil dans l'optimisation du capital humain. Donc, nous, on va un peu plus au-delà de la ressource humaine parce que nous avons à cœur de travailler dans un premier temps dans la ressource humaine, mais de l'optimiser de façon à ce qu'il y ait un retour sur investissement, non seulement pour les entreprises, mais pour les collaborateurs eux-mêmes. Vous êtes là comme chef d'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, messieurs, nous allons parler du stage. Le stage comme une opportunité d'insertion socio-professionnelle. Qu'est-ce que ça vous dit, la question Alors, que pensez-vous des stages au Cameroun? En toute honnêteté, le stage, pour moi, au Cameroun, c'est encore un point à développer. Oui. C'est encore un point à développer, compte tenu du fait qu'il y a encore des manquements. Il y a de petits points sur lesquels les entreprises ne sont pas toujours alignées. Et ce sont des points où nous, en tant que professionnels des ressources humaines, nous essayons d'attirer l'attention et veiller à ce qu'on ne sorte pas des rangs, concrètement. Mais d'un point de vue général, je dirais que le stage, c'est c'est un meilleur moyen d'apprentissage pour ce jeune qui vient intégrer une entreprise, qui vient confronter son savoir académique au milieu professionnel. Au milieu professionnel. Pour lui, c'est un moyen d'apprentissage. Est-ce que chez vous, vous recrutez des stagiaires et comment les traitez-vous? Et évidemment, on est sur cette problématique parce qu'on a compris qu'il fallait, alors moi je parle en tant que chef d'entreprise, oui, bien sûr. Mais bien qu'étant en cabinet de conseil, on a compris que le stage c'est un moyen de tester, je ne veux pas le dire de façon vulgaire, mais tester effectivement les compétences. Parce que les personnes qui arrivent généralement sur nous, soit viennent d'une formation initiale, donc n'ont pas vraiment de compétences métiers. Donc le stage c'est un moyen pour cette personne d'abord d'apprendre et d'intégrer le milieu de l'entreprise. Et pour moi, le stage, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est devenu pour nous l'élément incontournable pour mettre le pied à l'étrier, donc de mettre le pied dans le milieu de l'emploi. Mettre le pied à l'étrier, comment exactement? Ça veut dire, il y a le stage académique, il y a le stage professionnel, il y a même des stages de vacances. Exactement. Ok. J'aimerais que vous puissiez circonscrire. Oui. Quand vous prenez, on y va de manière disséquée. Quand on prend par exemple le stage académique, comment est-ce qu'ils sont traités?
Puisque d'après mes recherches, certains se plaignent aujourd'hui qu'ils sont dans des entreprises et ne sont pas là pour ce qu'ils devraient faire. Vous, chef d'entreprise, je commence avec vous. Bien sûr. Comment est-ce que vous les organisez? Très bonne question, parce que nous, on a une double casquette. C'est-à-dire que d'un côté, on est un cabinet de conseil de l'accompagnement de l'optimisation du capital humain. Et de l'autre côté, on est une entreprise nous-mêmes. Donc, on doit faire attention. Il faut qu'effectivement, l'image que nous voulons apporter, le conseil que nous apportons aux entreprises, soit déjà, c'est une exigence. Il faut que ce soit déjà acté chez nous. Donc, chez nous, comment c'est fait? C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas, au risque d'être trop long, on a les stages académiques. Honnêtement, on a sur lesquels on ne travaille pas assez en ce moment, parce que c'est la prochaine étape. Nous avons commencé par les stages professionnels parce qu'on a voulu avoir des personnes qui travaillent tout de suite, qui ont déjà un minimum d'expérience professionnelle et à qui on va apporter un plus pour que ces personnes, alors nous souhaitons qu'elles restent chez nous ou que plus tard elles puissent aller ailleurs. Ce sera toujours un honneur d'être passé chez nous. Donc les stagiaires professionnels arrivent chez nous. Ils sont vraiment onboardés, c'est-à-dire qu'il y a une intégration, il y a un accompagnement, il y a un mentorat qui se fait. Parce que c'est ça aussi la difficulté du stage, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui ont du temps pour accompagner, pour apporter ces compétences. Qu'à la fin, il y a évidemment l'aspect financier, mais il n'y a pas que l'aspect financier, parce que si un stagiaire arrive et qu'il part au bout de 2 mois, 4 mois ou 6 mois, la valeur ajoutée pour nous, c'est ce capital humain, parce que c'est ça notre je reviens sans vous couper, mais tout à l'heure, je continue à mettre un point sur l'apprentissage. Puisque là, en tant que chef d'entreprise, il veut directement nous envoyer vers le stage professionnel. On y reviendra. Allons-y. Le stage académique, vous parliez d'apprentissage. Vous, en tant qu'expert, comment ça se passe? Comment lier, vous l'aviez dit, les connaissances, j'allais dire universitaires, avec le monde, se frotter avec le monde professionnel? Est-ce que c'est une opportunité pour le jeune? Alors, dans un premier temps, il faudrait qu'on puisse circonscrire le fait que, ou alors présenter le fait que le stage académique, c'est, je vais dire, un contrat tripartite entre l'étudiant, l'école et l'entreprise. Donc, c'est 3 entités qui se mettent ensemble et décident de converger vers un même point. Donc, l'école qui délivre un certificat ou alors une attestation de mise en stage à l'étudiant vers une entreprise qui accueille l'étudiant et reçoit un certain nombre de fiches qui permettent d'évaluer l'étudiant en question. Pourquoi qu'on parlait d'apprentissage? Justement parce que lorsque l'étudiant arrive, il arrive avec un bagage, je vais dire, de connaissances qui est théorique. Il intègre un milieu professionnel où il doit être évalué dans un autre environnement qui est complètement différent de l'environnement académique. Et c'est justement ça qui fait l'apprentissage, parce qu'il se frotte à de nouvelles personnes, à de nouveaux environnements qui challenge un peu son quotidien. Donc, ça revient à ce que je disais, l'apprentissage. Maintenant, l'entreprise qui l'accueille met en place un planning bien établi. Le déjà parlé tout à l'heure d'onboarding, c'est très important pour l'accueil du nouveau venu. C'est-à-dire qu'il vient, dans quel environnement il arrive, comment est-ce qu'il a accueilli, où est-ce qu'on le mène, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, progressivement, il apprend des choses qui construiront, en fait, sa perception du monde professionnel de demain. Donc, c'est un peu... C'est payant, les stages? Ça devrait être payant? Alors, du point de vue légal, là également, je vais parler en 2 points. Du point de vue légal, le législateur n'a pas défini clairement une grille salariale ou une grille de rémunération pour le stage. Certes, dans le Code du travail, il est énoncé des aspects sur l'apprentissage, mais ça reste un apprentissage dans le macro. Mais dans le stage tel que nous le pensons, ou alors tel que nous le définissons aujourd'hui, ou tel que nous sommes en train de le débattre aujourd'hui, il n'a pas été prévu par le législateur. J'irai plus loin en disant même que parfois, certaines écoles, dans les lettres qu'elles adressent aux entreprises, précisent que ce stage académique ne devrait pas ou ne doit pas être rémunéré. Maintenant, il revient, on dit bien capital humain.
Donc, on a affaire à des personnes, on a affaire à du sentiment, on a affaire à des sensibilités. Il revient maintenant à l'entreprise de décider que, OK, ce n'est pas un salaire, mais c'est une indemnité parce qu'effectivement, vous sortez tous les jours de chez vous, vous traversez la ville pour vous rendre dans un lieu bien spécifique. C'est tout à fait légitime ou alors c'est tout à fait judicieux si, comme le DG l'a dit, permettre à ce qu'on vous retienne dans notre entreprise une fois votre stage terminé, de prévoir quelque chose pour vous. Ce qui veut dire que le stage académique peut se convertir en stage professionnel, monsieur le président? Oui, bien sûr. Il peut, un stage académique peut se transformer en stage professionnel. Alors moi, je veux juste revenir sur ce que disait donc l'expert, effectivement, moi j'adhère complètement à ce qu'il dit. Je veux juste ajouter que le fait de rémunérer un stagiaire, un professionnel, je pense que c'est une obligation, mais un stage académique, c'est aussi... ça dépend de la culture d'entreprise. Ouais. Si vous voulez mettre des gens dans de bonnes conditions, si vous voulez que les gens ne soient pas stressés quand ils arrivent parce qu'ils ont raté une moto ou qu'ils sont fait renverser par un vélo, je crois que le minimum, c'est quand même de les mettre dans les conditions. Sinon, on ne fait pas venir. Enfin, nous, en tout cas, chez Fractal, on tient compte de ça. Vous tenez compte de ça, bravo. Maintenant, parlons de stage professionnel. Là, on aimerait bien comprendre si c'est une opportunité. C'est un fourre-tout dans ce pays. C'est quoi exactement le stage professionnel? Je commence par vous. C'est quoi moi, je vais vous le définir, je laisserai peut-être l'expert le faire, mais je vais vous le définir du point de vue du chef d'entreprise. Oui. Du point de vue du chef d'entreprise, un stage professionnel, c'est quelqu'un qui vient, par opposition au stage, ou alors pour compléter le stage académique, le stage professionnel, lui, va être un stage qui est plus ficelé, d'un point de vue administratif d'abord. C'est un stage professionnel, c'est-à-dire que on n'a pas... je ne dis pas que pour le stage académique, il faut envoyer faire le café, mais on vient parce qu'on a une feuille de route, comme une fiche de poste, pour former la personne. Et pour l'entreprise, pour tout ce que nous faisons chez Fractal, les choses sont définies, c'est que le travail est clairement défini, et la personne arrive, elle va être formée. Alors nous, on part du principe que les personnes qui viennent, même si elles viennent pour un stage professionnel, parce qu'il ne faut pas aussi confondre, je pense que vous allez peut-être y arriver, je ne vais pas aller trop vite. Le stage professionnel, ce n'est pas un salarié qui travaille chez vous. C'est quand même un stagiaire professionnel, certes, mais c'est un stagiaire. Donc, il vient apprendre, parce que nous, on part du principe de la règle des 70-20. C'est-à-dire que quand vous sortez de l'école, écoutez, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez que 10% des compétences. Donc, vos compétences académiques, c'est que 10% des compétences dont on a besoin vraiment professionnel. Les 20%, ça va être tout ce qui va être formation d'entreprise. 70%, ça va être l'expérience que vous avez engrangée. Donc, vous êtes encore loin du compte, parce que vous avez un master, mais vous n'avez que 10% des compétences. Donc, en gros, on part de là. Donc, le stage professionnel permet effectivement de rentrer pour aller chercher les 20%, ensuite c'est 70% plus tard, une fois qu'on est salarié. Alors, pour nous, chef d'entreprise aussi, c'est le meilleur moyen de recruter. C'est-à-dire, vous savez, quand on recrute aujourd'hui, vous parlez de stagiaires, mais du côté des chefs d'entreprise, il y a aussi une difficulté à recruter des talents. Parce qu'on recrute des personnes. Alors, vous me direz, c'est peut-être le travail des RH ou du chef d'entreprise de faire bien son travail. Mais oui, il y en a qui se plaignent de ne pas avoir les personnes au bout de 2 mois qui ne font pas l'affaire ou de 3 mois, bien qu'ils étant diplômés. Donc, c'est quand même une jauge, le stage professionnel, pour permettre aux chefs d'entreprise de dire, comme une période d'essai, cette personne, je pense qu'elle a des capacités où je peux, moi, en faire une personne ressource qui va me donner satisfaction. Donc, c'est ça, pour moi, du point de vue du champ d'entreprise, le stage professionnel. OK. Et l'expert, est-ce qu'il y a des encadrements juridiques qui permettent de sauver les stagiaires, surtout ceux professionnels? Alors, je vais continuer un peu dans la même logique que le directeur tout à l'heure, en disant que le stage académique, ou alors le stage professionnel, autant pour moi, c'est le prolongement du stage académique, pour moi. Parce que on reste dans l'apprentissage, véritablement. Mais sur 2 aspects, je vais revenir sur les 2 aspects, c'est pour le candidat, c'est l'opportunité de confronter effectivement, parce qu'il faut souligner qu'en tant que stagiaire académique, vous n'avez pas les mêmes responsabilités qu'un stagiaire professionnel. Oui. Vous voyez un peu. Donc, c'est à ce moment-là, vous confrontez effectivement vos compétences académiques aux besoins professionnels, réellement. Donc, c'est une opportunité en ce sens que ça donne la chance à l'étudiant de se retrouver en milieu professionnel et de faire de manière beaucoup plus pratique ce qu'il a appris
à l'école. Maintenant, je rentre du point de vue de l'entreprise. C'est également une opportunité pour l'entreprise dans ce sens que, vous savez, le recrutement aujourd'hui, c'est un gros risque pour l'entreprise, à la fois financier, à la fois chronophage en termes de temps et autres. Donc, l'entreprise voudrait se rassurer au minimum de la capacité de celui qu'elle prend à remplir la mission pour laquelle elle a besoin de lui. Donc, il est important pour elle de mettre en place un niveau de filtre, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir juger cette capacité ou alors ce candidat-là. Et derrière, l'autre avantage également, c'est dire que le candidat, l'étudiant, quand il sort de l'école, c'est comme une pierre, je vais dire, neutre. Parce que lorsqu'un collaborateur quitte un salarié quitte d'une entreprise à une autre, quitte avec une culture vers une autre entreprise qui a sa culture. Donc, il faut briser, tu vois, entre guillemets, briser la précédente culture pour l'amener à adopter la nouvelle culture. Par contre, le candidat ou alors l'étudiant qui sort de l'école n'a pas encore adopté la culture d'entreprise, une entreprise quelconque. Donc, c'est l'opportunité pour l'entreprise de mouler l'étudiant à la culture, à sa culture d'entreprise pour pouvoir l'amener réellement vers ce qu'elle prône ou alors ce qu'elle met en avant. Donc, quelque part, c'est ces deux aspects-là. Pour moi, nous sommes d'accord que c'est une opportunité pour le jeune demandeur d'emploi. Maintenant, nous allons aller regarder ce Vox Pop. Nous sommes descendus dans les rues, les artères de la ville de Douala, et on a écouté des jeunes qui ont déjà fait des stages. Et nous allons ensemble regarder et on revient juste après. Personnellement, mon expérience de stage, je l'ai trouvée négative. Moi, j'ai eu une expérience de stage, on va dire, entre guillemets, assez, je dirais, positive. J'ai eu à faire un stage pendant les vacances dernières dans une entreprise et dans l'entreprise, j'étais assistante GRH. Donc, ce qui signifie que j'assistais le directeur des ressources humaines dans ses multiples tâches. Concernant mon stage que j'ai fait, j'ai un sentiment un peu mitigé parce que, d'une part, j'ai eu à perfectionner ce que j'ai appris à l'école et d'une autre part, pour ce qu'on attendait vraiment, on n'a pas vraiment reçu ce qu'il fallait. J'ai rencontré beaucoup de problèmes avec mon employeur. Problèmes que je n'ai pas eu à rencontrer les années antérieures. Et j'ai rencontré ces problèmes du fait, on peut dire comment, en fait, à cause d'une personne au cours de mon stage. À l'intérieur de cette société, j'ai pu apprendre non seulement à connaître, à rencontrer plusieurs personnes, à rencontrer plusieurs, comment je vais dire, métiers. Parce qu'une entreprise, c'est un ensemble de métiers, de plusieurs personnes, de différentes formations et autres qui se mettent ensemble pour pouvoir agrandir un bénéfice créé par certaines personnes. Donc pour moi, elle a été plutôt positive parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais déjà pas. J'ai été surpris de connaître certaines choses à travers cette société. J'ai aussi rencontré certaines personnes qui m'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient pour pouvoir m'adapter dans la société et bien faire mon stage. J'ai aimé le stage parce que j'ai beaucoup appris en si peu de temps. Parce que disons que je n'avais que 2 mois. Et c'était un stage académique. J'ai beaucoup appris en si peu de temps. Parce que j'avais un mentor qui me dirigeait. Il me donnait énormément de travail. Il me donnait énormément de tâches pour que je puisse également apprendre de nouveau. Donc c'est un peu ça. Et j'ai beaucoup aimé le stage parce qu'il a été très fantastique. On nous a amenés à pouvoir chercher seul, on nous a amenés à pouvoir être autodidacte sur la connaissance. Mais concernant les rapports de stage, on nous a abandonnés à nous-mêmes en fait. Donc on a peut-être duré des semaines, des mois sans réponse. Des choses qu'on nous avait annoncées au début et on était obligé d'aller se plaindre vers un de nos professeurs pour qu'il essaye de voir un peu, d'arranger la situation. Le climat social n'était pas bon du tout parce qu'il y avait un sentiment de préférence et de négligence. Sentiment qu'il n'y avait pas l'année intérieure. Vu que cette année, d'abord mon poste, j'étais caissière générale. C'est-à-dire, on venait me faire le versement de l'argent, je devais faire les comptes. S'il y avait peut-être une sortie, je devais le faire. Mais j'ai pas pu, on peut dire comment, j'ai pas pu pleinement assumer mon rôle. Parce qu'il y a une autre fille qui est venue s'interposer et le patron, quand il lui dit quelque chose à elle, vu que je sais qu'elle ne peut pas me mentir, vu qu'elle
c'est toujours à elle qu'on s'agresse. Bon, quand elle venait me dire, moi, je croyais. Et quand lui, il revient, il ne me demande pas que pourquoi j'ai fait telle sortie, qu'est-ce qui s'est passé. Il commence juste à me gronder et tout et tout. Et ce faisant, je me suis dit que peut-être qu'il le faisait par ignorance. Mais je me suis rendu compte bien après qu'il me l'a dit ouvertement, qu'il savait que ce n'était pas de ma faute, mais j'ai quand même porté, on peut dire quoi, les conséquences de tout ce qui s'est passé durant le stage. Ce que je recommande aux entreprises qui ont du mal à prendre soin de leurs stagiaires, c'est de laisser le stagiaire exprimer son savoir-faire. Parce qu'on ne peut pas recruter un stagiaire pour qu'il parte te servir du café en entreprise, il ne saura rien faire. Laissons les stagiaires exprimer leur savoir-faire, laissons-les aborder le travail pour voir s'ils se démarquent en fait. Parce que quand on comprime le stagiaire, il ne pourra pas faire grand-chose. Par exemple, servir le café, c'est rien. Si moi je fais ressources humaines, je pars dans une entreprise pour faire un stage et qu'on me permet de servir le café, je vais sortir de là nul. Mon stage ne m'aura servi à rien. Donc, s'il vous plaît, laissons les stagiaires, laissons les apprenants apprendre vraiment. Merci. Dans un certain sens, oui, à travers mes collègues qui me l'ont clairement fait comprendre en fait. Donc, ils n'essayaient pas déjà de me montrer déjà que ça c'est le stagiaire, ça c'est l'autre, ça c'est l'autre. En fait, ils me considèrent en fait comme un membre à part de l'équipe et m'apprenaient le travail qui m'était dû en fait. Oui, un stagiaire peut apporter beaucoup de choses à l'entreprise parce que même s'il vient d'arriver, il a un regard neuf, il a encore des connaissances neuves par rapport à l'école et il peut se prendre aussi avec de nouvelles idées et qui peut améliorer l'entreprise sur un projet qu'ils ont en cours. Le stagiaire peut amener l'employeur à mettre dans sa tête que quand il y a une situation en entreprise, on n'appelle pas juste une personne, on appelle les deux concernés et on essaie de dialoguer. Le stagiaire peut amener dans une entreprise à faire comprendre à l'employeur que l'entreprise, c'est plusieurs personnes. Il peut montrer à l'employeur qu'il faut le dialogue. À la base, un stage devrait normalement être rémunéré. Mais du moment où nous voulons apprendre, peu importe le prix, on doit juste apprendre. Oui, il doit être rémunéré parce que tu vas aller dépenser ton énergie et tu vas aussi apporter de toi-même. Donc, pourquoi ne pas apporter une contribution en retour? Donc, c'est ça. Bien sûr, il doit être rémunéré de par l'apprentissage, de par toutes les conditions que le stagiaire endure du début jusqu'à la fin de son stage. Et cette rémunération peut être aussi une source de motivation pour le stagiaire, à ce qu'il ne soit pas lésé déjà, qu'il est seulement venu pour apprendre, c'est tout et c'est tout. Selon moi, les stages doivent être rémunérés parce que quand une personne se lève pour aller quelque part, ce qui est sûr, elle paie le transport, elle a des soucis financiers, elle se dit peut-être, si je vais là-bas et qu'on me donne un peu d'argent, je pourrais aider le parent. Donc, selon moi, c'est la raison pour laquelle tous les stages doivent être rémunérés. Même si ce n'est pas une somme conséquente, ça doit quand même être rémunéré. Le stage n'est pas un perdant. En fait, c'est un pôle d'apprentissage. Car à travers le stage, on apprend beaucoup de choses sur la société, on développe ses connaissances. C'est d'abord entre celles acquises à l'école et maintenant les réalités qui sont sur le terrain. Si un stagiaire a le rôle de faire ci ou ça et un autre a le rôle de faire autre chose, que les employeurs fassent en sorte que chaque employé fasse son rôle et non attribuer tout à une seule personne et dialoguer avec les employés. Ils doivent entretenir déjà les stagiaires sur ce qu'ils veulent vraiment. Ils doivent entretenir les stagiaires sur ce qu'il y a à faire durant le stage. Et ils doivent se rendre compte que les stagiaires, non seulement ils sont là pour apprendre quelque chose, mais ils sont aussi là pour rendre quelque chose en retour. Donc, concernant par exemple les rapports de stage et leurs sujets, les stagiaires, les entreprises doivent accompagner les stagiaires dans ce sens-là. Ils ne doivent pas les laisser à eux-mêmes parce que ils viennent comme ça et du coup, comment dire, ce sont des nouveaux-nés en fait dans un nouveau monde en fait et ils ont besoin d'accompagnement et on ne peut pas les laisser, comme ça en fait. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission Tunnel de l'emploi sur Wouri TV et stage, une opportunité de l'insertion socio-professionnelle. Et pour en parler, nous avons dans ce studio Monsieur Georges Ndjobo, le président du groupe Factal. Vous avez regardé le reportage. Une réaction, j'allais dire, la réaction des jeunes étudiants. Une réaction?
C'est très édifiant et moi, ça me conforte aussi dans l'engagement qui est le nôtre dans Fractal, aussi bien comme recruteur et aussi comme cabinet de conseil dans le capital humain. C'est vrai qu'il y a une vraie problématique à prendre en compte en tant qu'employeur et aussi en tant qu'accompagnateur. OK. Et en face, expert en ressources humaines, Marco Mbila. Votre regard sur ce que nous venons de regarder. Alors, comme l'a dit le président tout à l'heure, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai relevé plein de choses sur ce qu'ils ont dit. Et quelque part, ça soulève des questions. Des questions à la fois sur l'état d'esprit de ces jeunes lorsqu'ils vont à l'entretien, mais également comment est-ce que les entreprises perçoivent déjà la venue de ces jeunes dans ces entreprises-là. Donc, c'est des points sur lesquels il faudrait véritablement qu'on s'attelle. Qu'on revienne, mais j'ai regardé aussi, comme vous, mais on tire sur vous, vos chefs d'entreprise. Les jeunes se plaignent, ils viennent pour faire des stages, par exemple en ressources humaines. Je ne dis pas, ce n'est pas le cas de Fractal, on les envoie servir du café. Ils sont parfois étouffés par le travail est volumineux. Et je note aussi le conflit de génération. Les anciens ne veulent pas accepter les nouveaux. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que c'est des réalités que vous rencontrez dans votre entreprise, dans votre environnement? Alors, dans tout environnement, hein, c'est naturel d'ailleurs, encore plus une entreprise, on a affaire à un environnement humain. On est des êtres humains, on a nos failles, ce sont des choses. Alors, je ne vais pas venir vous dire que nous sommes parfaits parce que nous parlons du capital humain. Ce sont des choses, alors peut-être pas le café, mais bon, pour les stagiaires, hein, le stagiaire de par son statut dans l'entreprise est plutôt quelqu'un de vulnérable. C'est-à-dire que pour les personnes, des fois peut-être par réflexe, on peut se dire, bah oui, c'est les nouveaux venus, et peut-être même d'une façon maladroite de vouloir les protéger, de dire, bah, plutôt que de lui donner du travail qui ne pourra pas, parce qu'on a toute tendance que ce sont les gens qui sont incompétents tout de suite, plutôt que de lui donner du travail tout de suite, mais autant l'occuper donc à faire quelque chose. Donc après, tout dépend de la perception, de comment on fait cette chose, et comment on l'interprète. Mais ça peut arriver dans toutes les entreprises, même chez Fractal, donc nous y travaillons heureusement. Mais cette perception, mais d'ailleurs, c'est leur réalité, c'est ce qu'ils ont perçu. Et donc je crois que ces stagiaires, ce sont des personnes qui parlent de ce qu'ils ont déjà eu à vivre dans les entreprises. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises font vivre ça à ces jeunes. Exactement. Oui, on se rend compte que quand ils arrivent dans les entreprises, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils n'ont personne, il n'y a pas une politique réelle. Vous, dans votre expertise, est-ce qu'il n'y a pas une feuille de route et qu'il n'y a pas des entreprises qui pensent quand même que de telle période à telle période, nous allons recruter les stagiaires et ils vont s'occuper de ceci, de cela, que d'envoyer ces jeunes et parfois ils sortent sans rien apprendre. Quelqu'un qui est venu apprendre à gérer se retrouve à la caisse. Alors, comme je l'ai dit en amont, il est important de savoir, le président l'a dit, M. Georges l'a dit tout à l'heure, précédemment, il y a la question de onboarding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre l'intégration. Oui, l'intégration. Lorsqu'un candidat, lorsqu'un collaborateur, lorsqu'un stagiaire doit arriver dans une entreprise, il est important, ça je parle du point de vue de l'entreprise, il est important pour l'entreprise de préparer tout le long de sa vie en entreprise. Et ça passe par ce que vous avez appelé feuille de route, nous on appelle job description. Même s'il est stagiaire, il est important de savoir très exactement ce que ce stagiaire viendra faire. Ça évite certaines bavures. Maintenant, je vais un peu également tirer sur les jeunes qui pensent que une fois qu'il est arrivé en entreprise, en fait, il est comme un poisson dans l'eau. Non. Il va dans un environnement pour apprendre. Donc, il faut, pour lui, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit dans lequel il rejoint cette entreprise et comment est-ce qu'il fait pour tirer parti de son séjour dans cette entreprise, en fait. Donc, c'est ces deux aspects-là qu'il est important de questionner. D'un côté, oui, je suis d'accord, ils ont mis en avant leur vécu. Comment est-ce qu'ils sont traités, ça arrive. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et croyez-moi, beaucoup d'entreprises font ça.
Mais de l'autre côté, il y a aussi l'état d'esprit. Donc, si je viens avec l'état d'esprit de quelqu'un qui veut apprendre et que je questionne et que je cherche, je vais... Parce qu'en fait, pour la petite, hein, pour ne pas être long, je vais faire une petite parenthèse. Il y a des jeunes qui arrivent et qui, parce qu'on a dit, OK, je prends le cas du stage académique. On a dit, OK, tu vas travailler ici. Il se cantonne à cet espace. Si on ne lui dit pas, fais ça, il ne se bouge pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Par contre, ce qu'on attend de lui en tant que personne qui vient apprendre, c'est se rapprocher d'un autre aîné, dire à quoi est-ce que je peux t'aider, est-ce que... vous voyez un peu, parce qu'en fait, à ce moment, puisqu'on parle de stage académique, à ce moment, il n'a pas encore l'attitude ou la compétence nécessaire pour qu'on lui confie une mission bien spécifique. Il ne peut qu'être un soutien dans certaines missions. Donc, on peut lui dire, OK, saisis-moi ce job description, et quand il ramène, on corrige, c'est comme ça qu'il apprend. Donc, c'est aussi cet aspect que je voulais soulever par rapport à ce qui a été dit par les jeunes. Président, dites-moi, vous recrutez les jeunes talents chez vous? Nous, on ne fait que ça. Parce que dans notre pays, sans vous couper, il y a ce problème de CV. Est-ce que vous recrutez les jeunes talents chez vous? Ceux qui n'ont pas d'expérience. Oui, nous recrutons essentiellement des jeunes talents chez nous parce que c'est déjà aussi notre mission. Déjà pour notre propre compte et pour le compte des entreprises, parce que la problématique du stage professionnel, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons énormément. Nous recrutons beaucoup, nous encourageons beaucoup de jeunes à postuler. Nous avons un job board aussi, hein, où nous invitons des jeunes à déposer leur CV. Alors, et pour ceux qui n'ont pas de CV, parce que j'ai compris votre question, pour ceux qui n'ont pas de CV, nous faisons quand même du coaching pour les amener à avoir un CV. Parce qu'il y a quelques étapes quand même, il faut se faire connaître, il faut savoir à qui on a affaire, qui est-ce qu'on va recruter. Donc, on leur apprend quand même à monter. Et comment est-ce que vous recrutez? Est-ce que c'est du lobbying ou encore du parrainage où chacun peut tenter sa chance comme ça? Alors, nous sommes engagés déjà dans le capital humain à donner la chance à tous les jeunes. Tous les jeunes. Nous, notre... raison d'être, c'est ça, c'est le capital humain. On est tourné, on a un Cameroun, on a une vocation à aller sur toute l'Afrique. C'est de voir qu'il y a une jeunesse africaine qui a besoin d'être formée. On est le continent le plus jeune. Donc, on donne la chance à tous les jeunes sans aucune considération. Mais, comme m'a dit M. Makoubela tout à l'heure, c'est l'envie. Et d'ailleurs, nous sommes très portés sur les jeunes qui sont dans des conditions très défavorisées, qui veulent saisir l'ascenseur social. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient. Donc, nous ouvrons la porte à tous les jeunes. La seule chose que nous leur demandons, c'est la motivation et avoir envie de faire quelque chose. Avoir envie de faire quelque chose. Est-ce qu'un jeune stagiaire apporte quelque chose dans une entreprise? Parce que, généralement, dans mes recherches, les chefs d'entreprise se plaignent qu'ils forment, ils dépensent de l'argent, du temps pour quelqu'un qui n'est pas formé. Est-ce qu'un stagiaire apporte une plus-value dans une entreprise? Alors, après, vous allez intervenir. Bien sûr. Alors, moi, de mon point de vue d'expert RH, je dirais que c'est un peu de la mauvaise foi. Si je dis que le stagiaire n'apporte rien. C'est un peu de la mauvaise foi parce que même si je suis juste là pour rédiger ou alors accompagner dans la rédaction d'un certain nombre de choses, c'est apporter quelque chose. Vous voyez un peu. Certes, et puis il ne faudrait pas que le chef d'entreprise se dédouane un peu en disant que lui donne mais il ne reçoit rien. Ne sortons pas du contexte. Il est stagiaire. Il est là pour apprendre. Donc c'est votre rôle de donner. Parce qu'effectivement, il y a d'un côté votre image de marque en tant qu'entreprise que vous vendez auprès de ce jeune et des autres jeunes qui le regardent. Et c'est aussi une manière de contribuer en fait à l'évolution de la société. Parce que à la fin de la journée, ce stagiaire ira raconter ce qu'il a vécu dans votre entreprise. C'est un porte-étendard de votre image. Vous voyez un peu. Donc, dire que je donne et que lui ne m'apporte rien, pour moi, c'est de la mauvaise foi, en fait. Vous êtes d'accord? Mais moi, je partage totalement ce qu'il dit. Et d'ailleurs, je vais prendre le risque en tant que chef d'entreprise. Je pense que alors, nous, on a des stagiaires aussi qui sont partis au bout d'un moment parce que voilà, il y a une mésentente qui arrive, mais qui nous ont appris beaucoup de choses. Parce que je pense que, et d'ailleurs, même des fois, je vais vous dire, même quand ça se passe mal, c'est là que vous apprenez beaucoup.
Donc, on a une perception de ce que, du retour sur investissement. C'est pour ça que nous, on parle du capital humain, parce que le capital humain a une connotation de retour sur investissement. C'est-à-dire que même des fois, des personnes qui sont parties, même des fois dans des mauvais termes, parce que ça peut arriver en mauvais offboarding, nous ont appris sur nous-mêmes aussi beaucoup et sur l'avenir. Donc, on ne peut pas dire qu'un stagiaire n'apporte rien. Et comme a dit Marco Villa tout à l'heure, l'expert, le stagiaire est d'abord là pour apprendre. Parce que, aussi, je dis ça pour nous, chefs d'entreprise, il ne faut pas non plus prendre le stagiaire pour le salarié qu'on ne veut pas recruter. Ouais. Ça, c'est le piège. Il faut être clair. Et je suis d'accord aussi avec l'expert qui a dit que le stagiaire devient quand même un ambassadeur sur votre société. Et peut-être qu'il va partir. Mais il se rappellera de ça. Peut-être une fois qu'il a eu 2 ou 3 expériences, il dira, mais j'ai quand même une bonne expérience dans une entreprise, quand c'est stagiaire, j'ai envie d'y revenir. Et puis là, il aura peut-être déjà eu 2 ou 3 expériences que vous ne lui avez pas données et qu'il va vous amener. Et si vous les regardez toujours comme des stagiaires, vous n'allez pas leur donner l'opportunité de mieux s'exprimer. Ces jeunes-là aussi, s'exprimer leur savoir, disait-il. C'est encore tout frais dans la tête. Ils bouillonnent là, ils veulent exploser. Oui, justement, c'est dans le prolongement de ce que M. Georges disait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de leur donner la parole. Parce que, vous savez, lorsqu'on est, on est professionnel, on est parfois la tête dans le guidon. C'est-à-dire que on est tellement habitué à faire les choses d'une certaine manière qu'on ne prend pas du moins le recul de lever la tête et se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour atteindre une certaine finalité? Et c'est ce regard que le jeune peut vous apporter, c'est-à-dire ce stagiaire. Donc, quand je dis c'est une opportunité pour lui, c'est parce que lui également, en l'invitant dans vos cercles de réflexion sur des thématiques bien spécifiques, sur des projets que vous avez en cours, il peut apporter un regard neuf sur ce que vous êtes en train de faire et peut-être vous permettre d'envisager une autre percée pour atteindre l'objectif. Oui, comme disait humblement le boss, qu'il a appris de beaucoup de stagiaires. Bien sûr. Maintenant, il y a autre type de stage. Nous n'allons pas nous en départir. Les stages pré-emploi. Une cacophonie dans notre pays. Avec les stages, j'aimerais que nos téléspectateurs puissent être édifiés sur le temps. Combien de temps dure un stage professionnel? Et au bout de combien de temps on est considéré comme employé? Et il nous dira comment il traite ses stagiaires sur le plan pré-professionnel et comment il les recrute. Nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Alors, par rapport à la durée, le législateur a prévu un certain nombre de règles qui encadrent un peu ces différentes étapes-là. C'est que vous pouvez avoir 3 mois renouvelables. Combien de fois? Une fois. Oui. Parce qu'au-delà de 6 mois, 6 mois, 1 jour, vous passez à l'étape supérieure, c'est-à-dire vous êtes considéré comme employé. CDI? Oui. 6 mois, 1 jour. Donc, vous pourrez avoir des stages de 3 mois qu'on renouvelle une fois. Mais plus loin, toujours dans la législation, le législateur a prévu qu'on puisse vous donner une durée de travail n'excédant pas 1 an. Vous voyez un peu. Mais maintenant, tout réside dans les différentes nuances qu'il y a pour éviter des pièges. Parce que il y a vocation de vous donner un CDD qui n'excède pas 1 an. C'est 6 mois 2 fois. Mais il y a aussi le CDD de 3 mois 2 fois, qui est 6 mois. Donc, ce sont des points qu'il faut véritablement très bien interpréter aux yeux de la loi pour savoir à quel moment est-ce qu'on a franchi la ligne rouge, on ne devrait pas franchir la ligne rouge, et comment est-ce que cela... Et sur la base de quoi décrétons le stage non concluant? Après 3 mois, si quelqu'un était dans votre entreprise pendant 3 mois, au bout de 3 mois, on dit son stage n'est pas concluant, est-ce que ce n'est pas de l'abus, vous, chef d'entreprise? Parce que très souvent, les gens... Est-ce que pendant cette période-là, ils sont payés? Chez nous, automatiquement, ils sont payés chez nous. Oui. Oui. Et alors, donc, tout dépend, si je reviens sur votre question, tout dépend des attentes de l'entreprise. Que c'est les attentes qui définissent si c'est concluant ou pas concluant. Alors, ça dépend. Et tout dépend de ce qu'on attend Parce que c'est quand même, on traite de l'humain aussi.
comment on va intégrer la personne dans l'équipe, ce qu'elle va apporter dans l'équipe, parce que la plupart du temps, nous, on fait très attention, sans vraiment faire un pas de côté, on fait très attention sur le savoir-être. On pense que des personnes, même si elles n'ont pas les compétences, peuvent, avec leur comportement, leur capacité à adhérer à un groupe, apporter plus dans un groupe. C'est comme dans une équipe de football, hein, où celui qui porte la musique apporte plus que celui qui joue sur le terrain. Vous voyez, donc c'est un peu ça chez nous. Donc nous, les stages sont concluants et heureusement, chez nous, on a 99%, quasiment 100% de stages concluants parce qu'on a aussi une sélection qui est très, très importante, comme il a dit, donc la sélection, le onboarding qui permet d'accompagner la personne. Donc vous n'êtes pas dans le renouvellement éternel? Bon, ça l'a été à un moment, mais on a aussi appris, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a aussi appris de ceux qui sont partis. Et aujourd'hui, on est quasiment avec des personnes. Et même si, nous, on a beaucoup de besoins, hein, même si la personne n'arrive pas là, on a quand même à trouver, c'est encore de l'humain, on a quand même à trouver des points où ils sont bons et les orienter vers ces points. Et peut-être qu'on a un besoin qu'on a chez nous, on les fait pivoter vers autre chose. Est-ce qu'au bout de 3, 6 mois, 10 mois, si on décide de rompre avec le contrat d'un stagiaire, l'entreprise ne perd pas parce que le gars a quand même passé 3 mois dans votre entreprise, il a accès à quelque chose, il peut revendre ça ailleurs, mais est-ce que l'entreprise ne perd pas trop? Bon, je vais dire oui et non. Hein. Oui, parce que c'est une ressource qui part, même si on va avouer qu'on va dire qu'il n'avait pas le statut de salarié, mais c'est une ressource qui part. De l'autre côté, non, parce que en 6 mois, c'est un peu difficile, du moins, le stagiaire n'a pas forcément accès aux réflexions stratégiques, à la vision stratégique de l'entreprise. Donc, oui, vous avez accès à notre prochain déploiement, le prochain déploiement d'un produit, oui, vous avez accès à nos chiffres sur le marché, mais est-ce que concrètement, ça empiète sur la vision stratégique? Non. Donc, concrètement, vous n'avez rien qui pourrait porter préjudice, du moins, à l'entreprise. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est le regard de Et maintenant, chef d'entreprise. Alors, moi, je parle des expériences, hein, c'est encore plus simple. Moi, j'irais même plus loin. Oui, effectivement, il y a des stagiaires qui peuvent partir. Alors, un stagiaire qui part avec quelque chose, c'est un stagiaire qu'il fallait retenir. Si vous estimez qu'il part avec quelque chose, c'est que c'est vous qui n'avez pas fait tout ce qu'il faut pour le garder. Sinon, s'il n'est pas concluant, donc il part avec rien forcément. Donc, nous, par exemple, il nous est arrivé une personne, bon, ça c'était un problème de comportement qui n'était pas en adéquation. Je ne veux pas lui jeter la pierre, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui nous a apporté énormément. Et il suit des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Je pense qu'il a suffi d'une seule idée pour nous faire travailler sur des choses où aujourd'hui qui devient un peu notre cœur de métier aujourd'hui et sur laquelle sur le marché on est très sollicité. Donc c'est une personne qui s'est très très mal passée, mais dont on se souviendra. Et honnêtement, moi je suis intellectuellement honnête de dire que voilà, c'est cette personne qui a apporté une telle idée, il faut le dire. Mais pourtant, on peut dire que ça n'a pas été concluant, mais même sans le savoir elle-même, elle nous a apporté quelque chose. On dit, tiens, on peut peut-être développer telle ou telle activité. Voilà. Rares sont les patrons qui sont aussi humbles comme vous, hein, surtout dans notre sphère. Je gagne rien en disant pas la vérité. Donc, et puis nous, on travaille sur le capital humain, on est là pour s'améliorer, donc on n'est pas là moi, je ne vais pas présenter comme quelqu'un de parfait. Je ne sais pas si ça existe peut-être, mais nous, on n'est pas, en tout cas. Bien, nous sommes à la fin de cette émission. Stage, est-ce une opportunité? Je repose la question. Est-ce une opportunité maintenant pour ces jeunes, n'est-ce pas, qui aspirent à être président? C'est quand même, ça sonne bien. Président, directeur général, expert. Vous aviez été des stagiaires quand même. Naturellement. Bien sûr. On commence tous par là. Oui, est-ce une opportunité maintenant? Mais clairement, je vais vous répondre pour être pas très long. Oui, et nous avons été des stagiaires, et c'est parce que nous avons été des stagiaires qu'on a aussi vécu ce que ces jeunes ont vécu, qu'on ne veut pas reproduire la même chose. Est-ce une opportunité? C'est une opportunité, alors je me dis c'est une opportunité pour ces stagiaires et pour l'entreprise. Okay. Moi, je dirais pareil, hein, c'est une opportunité.
C'est une opportunité, d'autant plus que ces jeunes ont la chance de pouvoir intégrer une entreprise et de commencer au bas de l'échelle, entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à toucher la cible, en fait. Donc, effectivement, moi, j'encouragerais tout jeune à commencer véritablement par un stage et de gravir au fur et à mesure des échelons pour pouvoir espérer toucher la cible. Être un expert, Oui, un expert. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Tunnel de l'emploi. Cette émission qui rentre dans la sphère de l'emploi au Cameroun et en Afrique, pourquoi pas, qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux experts, à vous les jeunes, et qui espérez demain être quelqu'un de grand et même de très grand. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Dans les entreprises, il y aura toujours des coups, et même des coups très durs. Mais seuls ceux qui seront capables de résister, mais alors de bien résister, de se armer, n'est-ce pas, des valeurs d'humanité, des valeurs de progrès, les valeurs du travail bien fait, de chercher à se faire un nom, à appâter celui qui veut vous recruter et de se donner à fond dans ce qu'on veut faire. Je vais convoquer la pensée d'un très grand sage indien, Sadhguru, qui dit « Si vous aimez ce que vous avez à faire, vous n'aurez plus jamais à travailler tout au long de votre vie. » La vie n'est pas dure selon lui, mais il faut aimer chaque instant de la vie. Il y aura toujours des problèmes. Mais si vous regardez le bon côté de la chose, vous allez toujours être meilleur. Gardez le sourire, aimez la vie, sortez, armez-vous de courage, allez, battez-vous. Très prochainement, dans cette émission, nous aurons sans doute d'autres invités, d'autres clients pour vous édifier et vous apporter la lumière. Ciao, ciao, portez-vous bien, à nous revoir.